Depuis dimanche dernier, la tension est extrême au Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh, c'est une région du Caucase, une région arménienne, mais qui, selon le droit international, appartient aujourd'hui à l'Azerbaïdjan. En quelques jours, en 4-5 jours, on en est à plusieurs centaines de morts. Pourquoi ce conflit? Parce que l'Azerbaïdjan n'a jamais reconnu, après la fin du RSS, l'indépendance de facto, c'est-à-dire de fait, de cette province arménienne, à majorité arménienne, et revendique toujours ce territoire. Évidemment, la population, elle, refuse d'être azérie et a obtenu son indépendance par les armes en 91 de la République d'Azerbaïdjan. Alors pourquoi ce conflit intervient particulièrement maintenant? Parce qu'en Arménie, il y a un nouveau Premier ministre, Pachinian, qui adopte une stratégie un peu plus forte par rapport à l'Azerbaïdjan. Et pour lui, l'Artsakh, c'est-à-dire en arménien le Nagorno-Karabakh, est arménien pour toujours. Il n'y a pas à revenir là-dessus. C'est une position très claire, très affirmée de sa part, qui envoie le signal à Bakou que donc il n'y a plus qu'une solution militaire pour récupérer son ancien territoire. C'est pour ça, semble-t-il, que l'offensive azérie est tout à fait déterminée. Il y a d'autres raisons. Il y a l'influence turque dans ce conflit, puisque Erdogan, le président turc, est le seul à ne pas avoir appelé à un cessez-le-feu et au contraire a redit son soutien total à l'Azerbaïdjan, y compris évidemment un soutien militaire. On l'a appris hier, un F-16 donc de l'armée de l'air turque aurait abattu un Sukhoi 25 de l'armée de l'air arménienne, donc c'est plus exactement le cadre de l'affrontement entre l'Azerbaïdjan et cette petite république sécessionniste. C'est maintenant un conflit qui peut dégénérer entre deux puissances membres de l'ONU. Diplomatiquement, tout ça a des conséquences bien plus importantes. Sur le terrain, l'armée azerbaïdjanaise est évidemment a une supériorité numérique. L'Azerbaïdjan, c'est 10 millions d'habitants. Le Haut-Karabakh, c'est 170 000. Et si vous prenez l'Arménie, c'est à peu près 3 millions d'habitants. Donc le match est, entre guillemets, plié d'avance. Que la détermination, en revanche, est très différente. Les Arméniens se battent dans leurs montagnes, pas pied à pied. Ils n'ont pas d'autre solution de toute façon. Et la motivation de l'armée azérie n'a jamais été très redoutable. En revanche, il semblerait, selon un certain nombre de sources concordantes, y compris venant de Syrie, que de la même manière qu'en Libye, des djihadistes syriens soient intervenus, des djihadistes syriens amenés, semble-t-il, par l'armée turque, sont désormais en Azerbaïdjan et commencent à leur tour à prendre part au conflit, ce qui est tout à fait inquiétant pour cette contamination du djihadisme dans cette région. Alors cette question de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie peut nous sembler régionale, lointaine, mais en réalité elle implique d'autres grandes puissances. Évidemment la Turquie, on l'a dit, mais aussi la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie est l'ancienne puissance, ou plutôt l'Union soviétique, possédait l'Azerbaïdjan et l'Arménie pendant le XXe siècle. Et aujourd'hui, Moscou essaye d'équilibrer sa relation avec l'Azerbaïdjan et l'Arménie en procurant de l'armement aux deux pays, mais dans un but d'équilibrage des rapports et non d'une confrontation. C'est tout l'inverse avec la Turquie, qui, elle, appelle au contraire à attaquer l'Arménie et le Karabakh et à faire sauter le verrou arménien, qui est un objectif sans doute symbolique pour le président Erdogan, qui lui permettrait d'arriver sur l'un de ses rêves, c'est-à-dire le pantouranisme. Le pantouranisme, qu'est-ce que c'est? C'est l'Asie centrale, qui est l'un des berceaux du monde turc. Et dans l'esprit d'Erdogan et des plus radicaux autour de lui, il s'agirait de reprendre langue avec ces pays comme le Turkménistan, l'Ouzbékistan et quelques autres de la région pour un grand empire, une grande continuité territoriale.